Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Reportages et Découvertes. Dirigeant historique de la lutte contre l'apartheid et président de la République d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, dont le nom tribal est Madiba, est né le 18 juillet 1918 et mort le 5 décembre 2013. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions plutôt difficiles, il est relâché le 11 février 1990 et déclaré prix Nobel de la paix en 1993. Quel est donc l'homme méconnu qui se cache derrière l'icône de l'apartheid? Suivons ensemble ce reportage. Vous êtes Nelson Mandela, l'un des hommes les plus admirés sur Terre, l'un des plus fêtés et, paraît-il, l'homme le plus célèbre de la planète. I would like to put each and every one of you in my pocket and to return with you to South Africa. Aux yeux de la jeunesse du monde, vous incarnez la victoire éclatante et réjouissante de la justice sur la force, de l'espoir sur la résignation, de la vie sur la soumission. De mémoire d'homme, aucun dirigeant n'a probablement jamais porté si haut ses valeurs. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Qui mieux que vous connaît dans sa chair le sens du mot oppression? En Afrique du Sud, elle était le fondement d'un système politique raciste, l'apartheid. L'aboutissement de l'idéologie des colons anglais et néerlandais, les afrikaners. Pendant 300 ans, ils ont placé l'homme blanc au-dessus de tous les autres, des Noirs, des Indiens et des Métis. L'apartheid, c'est vous et vos proches qui l'avez abattu. Une victoire que vous avez payée de 27 ans de prison. Lorsque vous êtes libéré, la terre entière se réjouit. Vous étiez un nom, désormais vous avez un visage. Mais qui êtes-vous vraiment, Nelson Mandela? Rares sont ceux qui vous connaissent réellement. À recueillir leurs confidences se dessine votre portrait, celui d'un homme secret, dont la vie, pour le bonheur de l'humanité, s'est transformée en destin. Naissez en juillet 1918 dans le Transkei, une pauvre province agricole au cœur de l'Afrique du Sud. Votre père est chef de village à Mvezo, tribu Tembu, nation Xhosa. Il a 4 épouses et selon la tradition, chacune d'elles a sa case. Votre père a du caractère. Pour une affaire de bétail, il tient tête au juge colonial. Sanction immédiate, il perd tout. La chefferie, ses biens et son rang social. Il devient agriculteur et vous, berger. Vous reste l'essentiel. L'innocence de l'enfant et les journées qui s'écoulent à jouer sur les rochers du village de Kounou. Hier comme aujourd'hui. Telle fut donc votre véritable université. Celle des espaces infinis parcourus avec vos cousins bergers. Déjà, vous affirmez un trait de votre caractère. En toute chose, être sérieux. Mandela était très attaché à son bétail et très sérieux à ce sujet. Il ne voulait pas qu'on se couche si une seule bête n'était pas rentrée. Mais quand on les avait toutes retrouvées, il était content et tout allait mieux. Vous excellez au jeu traditionnel du combat de bâton. Vous y comprenez que la force peut parfois servir à réparer une injustice. Vous vous en souviendrez. Mandela me défendait toujours quand des garçons me frappaient. Il les rattrapait et demandait aux plus âgés pourquoi il m'avait frappé. Puis il lui mettait les mains dans le dos et le maintenait ainsi pour que je le frappe et que je me venge. Vous avez 9 ans et votre père meurt. Le monde de l'enfance se dérobe sous vos pieds. Le roi du village de Mkwekwezweni, en souvenir de votre père,
décide de vous élever comme son propre fils, qui s'appelle Justice. Mandela est devenu le favori de son père adoptif et de tous les anciens. Il était déjà très vif et très habile à l'époque. Et il était très respectueux et obéissant envers le roi et tous les sages. Évidemment, Justice, le fils du roi, a été écrasé par la personnalité de Mandela. Peu à peu, votre vie bascule. Vous êtes éduqué selon la culture royale et préparé à diriger un jour le peuple. Dans la tradition, la recherche du consensus est l'art politique par excellence. Vous ne l'oublierez jamais. La première chose qu'il faut savoir à propos de Mandela, c'est que c'était un aristocrate. Même sa façon de marcher trahissait l'empreinte d'une assurance royale. Comme si le monde entier leur appartenait. Et si autant de gens se rallient à Mandela, ce n'est pas tant parce qu'il incarne l'ANC, mais parce que c'est aussi un chef. Cela compte énormément. En 1934, vous allez avoir 16 ans, l'âge de devenir un homme, l'âge d'être circoncis. Le roi fait organiser la cérémonie, au rite immuable. Vous vous en voudrez longtemps d'avoir tardé quelques secondes, terrassé par la douleur, avant d'hurler « Ndi Ndoda », je suis un homme. Les festivités terminées, la hutte que vous occupiez est brûlée. Votre enfance disparaît symboliquement dans les flammes. Immédiatement, le roi, qui nourrit d'importants projets pour votre avenir, vous envoie dans les meilleures écoles du Transkei. D'abord au collège de Clarkbury, où l'on se moque de votre côté paysan. Puis à Hilltown, le plus grand lycée noir au sud de l'Équateur. Votre passage y fait encore aujourd'hui rêver. Sicinga bakhe thina ke xa sibukele sijonge iinkokheli ezinjengotata uMandela abaya ngabanye babantu abasibeke ethembeni abathi amaxhala wethu xa siseko-grade 8 siko-grade 10 siko-grade 12 sifunda sifukuze ebumnyameni singawazi amakamva wethu wangomso banjani na kodwa sithi xa sibona bona simane sikhunjuza uSwanezolo kusithiwa babe ngabafundi kwesi sikolo sithi nathi ngenye imini sawufana nabo akwaba uThixo bengasikelela ukufunda kwelizwi lakhe ngoku bekunaphakade. Amen. Masifumane isikhumbuzo. Hallelujah. À l'époque, seuls les lycées confessionnels acceptent les Noirs. Monsieur Mandela n'est pas à proprement parler quelqu'un de religieux, mais c'est un homme de foi. Il est croyant, mais pas pratiquant. À chacune de nos rencontres, nous commençons par prier ensemble. S'il était, admettons, athée ou même agnostique, je crois qu'il aurait fini par me dire « Je préfère ne pas prendre part à vos prières ». Il n'a jamais rien dit de la sorte. Il est déjà loin, le jeune berger. Désormais, vous portez la cravate, pratiquez les sports des colonisateurs et n'aspirez qu'à devenir un parfait Anglais noir, selon vos propres mots. Vous avez 20 ans. Première photographie. Votre regard est sérieux, votre port altier, votre visage déterminé. Le roi vous offre un costume 3 pièces car il vous envoie dans la province du Cap à l'université de Fort Hare, la seule d'Afrique qui accepte les Noirs. Vous vous inscrivez en droit. Ici, on forme l'élite noire, on rêve d'un monde meilleur, on parle politique. Mais plus important, on se sent appartenir à une communauté bien plus large que son clan ou son ethnie, celle des non-blancs. C'était un melting pot de jeunes intellectuels,
en guerre perpétuelle contre l'administration et le gouvernement. Les étudiants de Fort-Aire descendaient un jour sur deux dans les rues de la petite ville d'Alice pour manifester, protester ou faire grève. Un jour, en tant que délégué des élèves, vous affrontez sans ménagement l'administration à propos de la qualité de la nourriture. Sanction immédiate, vous êtes renvoyé. Quel avenir vous reste-t-il? Le roi est furieux. Il vous choisit une femme à épouser et vous ordonne de rentrer au village. Votre réponse est inimaginable, impensable. Vous refusez. Car vous vous sentez à l'étroit dans la tradition. Vous ne serez jamais chef de village. Avec justice, le fils du roi, vous volez du bétail pour vous payer des billets de train. Et vous voilà en route vers l'inconnu, vers la liberté, vers le grand monde, vers Johannesburg. Cette décision va changer le cours de l'histoire. Pour survivre, vous trouvez un petit boulot dans une mine d'or. Vous êtes gardien. C'est là que vous découvrez l'injustice, la discrimination, l'exploitation, les salaires de misère. Pourtant, votre pays est très riche. Son sous-sol regorge de charbon, d'or et de diamants. Mais ce sont les Blancs, 20% de la population, qui en tirent tous les bénéfices. Au début de la guerre, nombre d'entre eux ont failli apporter leur soutien à Hitler. Rapidement, vous trouvez un poste de stagiaire dans un cabinet d'avocats. Vous y rencontrez votre premier ami blanc. Sidelski, notre patron, a décidé de donner sa chance à un noir. C'était très rare en 1942, vous pouvez l'imaginer. Nelson et moi avons partagé le même bureau pendant presque 3 ans. On était assis côte à côte. Évidemment, nous sommes devenus amis. On se racontait nos problèmes. Un jour, notre patron, Sidelski, lui accorde une augmentation et lui demande « Nelson, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ?» Et Nelson lui a répondu « Je vais acheter des bougies pour étudier plus longtemps la nuit. » Votre logement ne fait que 9 mètres carrés. Pourtant, vous direz y avoir vécu vos plus belles années. Vous vivez à Alexandra, un immense quartier noir de banlieue. Belle leçon d'humanité, l'entraide et la solidarité y conjurent l'extrême pauvreté. Il n'affichait pas ses opinions politiques. Mais je pense que l'homme qui l'a réellement influencé, c'est Walter Sisulu. Parce que Sidelski, notre patron, n'arrêtait pas de lui dire « Nelson, ne traîne pas trop avec Walter Sisulu ou tu finiras en prison un de ces jours. » Votre mentor en politique, Walter Sisulu, milite à l'ANC, le Congrès national africain, le plus grand parti de défense des Noirs créé dès 1912. Sans lui, qui sait quel aurait été votre destin? Sisulu, lorsque je l'ai interviewé, m'a dit « Un jour, Nelson Mandela est entré dans mon bureau et j'ai vu un vrai leader. On ne peut pas devenir un mouvement de masse si on n'a pas un vrai leader. Et j'avais devant moi ce beau jeune homme, intelligent et charismatique. Et là, je me suis dit, voici le futur leader de l'ANC. » Au mariage de Walter Sisulu, vous êtes à côté de sa cousine Evelyn Mezes, témoin de la mariée. Vous l'épouserez quelques mois plus tard. Vous aurez 4 enfants. Politiquement, face aux Blancs qui vivent dans un monde où les Noirs n'existent pas, vous trouvez l'ANC trop résignée.
Alors, avec Walter Sisulu, vous créez la branche jeunesse de l'ANC. Un mouvement radical pour qui la lutte doit uniquement trouver ses racines en Afrique. C'est votre premier engagement en politique. Beaucoup de membres de la Ligue de la jeunesse ont commencé par rejeter toute idéologie étrangère. Il s'agissait bien sûr du communisme et du Parti communiste. De plus, pour tous les membres de la Ligue de la jeunesse, le mouvement devait être indépendant et s'inspirer de philosophie et d'idées africaines. C'est aussi l'époque où, loin des débats politiques, mais entouré de jolies filles, vous fréquentez les clubs de jazz, la musique des Noirs américains. Votre nouvelle passion, la boxe, le sport des pauvres. Vous êtes doué, si doué qu'on vous prête le projet de passer professionnel. Aux élections de 1948, vous êtes noir, donc vous n'avez pas le droit de voter. Pas plus que les Indiens, pas plus que les Métis. Les Blancs minoritaires se donnent au parti nationaliste. Son programme, le retour au temps des pionniers, les afrikaners, dans un monde régi par la tradition et la religion, où le noir n'y est qu'un sous-être. Ik is 'n Afrikaner. My verhaal is die verhaal van 'n nuwe volk met 'n nuwe taal. La discrimination devient de plus en plus forte. Contrôles, arrestations et interrogatoires se multiplient. Tout est fait pour faire sentir aux Noirs qu'ils sont tout juste tolérés sur la terre de leurs ancêtres. Face à un tel régime, vous rompez l'isolement dans lequel se complaisait le mouvement des jeunes de l'ANC et lancez une campagne de contestation nationale ouverte à tous les opposants. C'est une première. Au cours de la campagne de protestation nationale, Mandela reconnaît être passé d'une position africaniste à une position non raciale. C'est là que l'on commence à formuler le slogan « L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui l'habitent ». In Johannesburg, premier city of South Africa, thousands of colored people went to attend a protest meeting called by the African National Congress, the first move in a campaign that may lead to civil disobedience. La désobéissance civile, c'était une des méthodes que nous préconisions. Cela nous a amené inévitablement à la non-violence et à la résistance passive dans la tradition de Mahatma Gandhi. Nous avons été à bonne école et nous avons appris à nous organiser et collecter des fonds à la manière de Gandhi. Pourquoi avez-vous rarement parlé de Gandhi? Seriez-vous gêné qu'on vous compare à lui? Lui qui vécut 22 ans en Afrique du Sud? Lui qui a été victime du racisme des Blancs et en a tiré sa théorie de la non-violence? Lui qui, comme vous, est devenu une légende vivante? Seuls vos proches, vos très proches, ont recueilli vos confidences. Monsieur Mandela tient Gandhi en très haute estime. Il en parle toujours en des termes très élogieux. J'ai toujours pensé qu'il avait été profondément inspiré par le Mahatma Gandhi et par sa non-violence. Avocat, comme Gandhi, vous ouvrez un cabinet en 1952. Le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Petite provocation, vos bureaux font face au tribunal de Johannesburg où ne siègent que des Blancs. Leur cabinet ne désemplissait pas. Pour beaucoup de Noirs, c'était une manière d'exprimer leur confiance en eux que de se faire défendre par un avocat noir. Il y avait même des paysans car on parlait leur langue. Leurs clients étaient très pauvres. Votre associé, Oliver Tambo, un copain de l'université de Fort Hare.
il deviendra président de l'ANC. Quand vous serez emprisonné, c'est lui qui alertera le monde entier et vous sauvera de l'oubli. Vous êtes un avocat célèbre, mais vous n'avez plus le droit de vous asseoir où vous voulez dans les lieux publics. De nouvelles lois divisent la société en soi-disant races, et il leur est interdit de se mélanger. Avec des dizaines de mouvements d'opposition, vous adoptez une charte des libertés qui prône l'avènement d'un régime multiracial démocratique gouverné par le peuple. Le Parti communiste clandestin soutient la charte des libertés. En pleine guerre froide, cela donne au gouvernement un prétexte pour arrêter tous les responsables de l'opposition, dont vous, Nelson Mandela. The drill hall in Johannesburg, used as a courtroom, drew big crowds to the opening of South Africa's mass treason trial. 152 people, Africans, Indians, Cape Coloreds and Europeans, are accused of plotting to overthrow the government and other treasonable activities. There was strong support for the prisoners from thousands, mostly African, who gathered outside. And later, there was rioting. La procédure s'éternise pendant des années. Faute de preuves, tous les accusés sont acquittés. Une caméra amateur saisit votre joie à l'énoncé du verdict. J'étais en train de parler à Nelson Mandela à l'extérieur du tribunal quand il m'a dit « Mon Dieu, tu as vu ça dans la voiture ?» J'ai tourné la tête. C'était Winnie. Jeune travailleuse sociale, votre nouvelle épouse Winnie deviendra au fil des ans l'icône de l'ANC et l'incarnation de la souffrance du peuple. Son surnom, la mère de la nation. Ensemble, vous aurez 2 enfants. Votre nouvel ennemi, c'est lui, Hendrik Verwoerd, qui fut un temps proche des jeunesses pro-nazis. En 1958, il gagne les élections et assume avec cynisme l'apartheid, le nouveau nom du racisme d'État. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people. Les Noirs sont brutalement déplacés dans des quartiers réservés, les townships, soi-disant pour améliorer leur habitat. Tous, vous devez porter en permanence un laissez-passer pour justifier que vous avez le droit d'être où vous vous trouvez. Alors la violence est partout. Le drame était inévitable. Il porte un nom, Sharpeville. Ainsi prend la fin de la première partie de ce reportage. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour la suite sur First TV Africa.